France Maghreb 2. Voilà, c'est donc parti sur France Maghreb 2 pour votre talk de fin d'après-midi. C'est le grand forum jusqu'à 18h30. Ravi de vous retrouver en ce mardi 20 décembre avec vous et en direct pour nous accompagner notre ami Sofiane Lakhdari qui sera avec nous dans quelques instants sur France Maghreb 2. Il va ainsi nous livrer son avis tranché tout à l'heure, puis son coup de cœur, pardon. Tout à l'heure en fin d'émission, le j'aime ou j'aime pas avec vous, chers amis auditeurs. Vous pourrez évidemment nous appeler, réagir à l'actualité extrêmement chargé pour ce mardi 20 décembre au 01 40 33 9000. Un invité tout à l'heure, monsieur Djeloul Atig, qui est le premier adjoint au maire de la ville de Grigny. Il est parti avec un ami pour le compte d'une association en Palestine au mois de novembre dernier pour aller constater sur place évidemment ce qui se passe. Il nous racontera son voyage tout à l'heure à 17h. Djeloul Atig, notre invité sur France Maghreb 2. Dans l'actualité bien sûr, à la une, au moins 12 morts et près de 50 blessés dans un marché de Noël de Berlin après une attaque au camion bélier qui rappelle l'attentat de Nice le 14 juillet. Le chauffeur a été visiblement arrêté, sauf que visiblement la police nous dit que il se pourrait que ça soit pas lui. Donc on verra. Et Angela Merkel qui a pris la parole, on l'écoutera tout à l'heure dans le zapping. À la une également, l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie. Vladimir Poutine se dit choqué par la brutalité de l'attaque. Le meurtrier a parlé d'Alep pour justifier son acte. Et puis à Alep, justement, 25 000 personnes ont pu quitter l'enclave rebelle ces derniers jours. L'ONU a décidé, je le rappelle, d'envoyer des observateurs sur place. Nous y reviendrons sur toutes ces actualités en direct et avec vous sur France Maghreb 2 jusque 18h30, donc au 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr et réagir à l'actualité. Sinon, notre coup de cœur musical aujourd'hui sera FIFO, tiens. FIFO à l'aise. À écouter donc tout à l'heure en intégralité, c'est pas mal du tout ce morceau, vous allez voir. Excellentes vacances à tous et bienvenue. On enchaîne tout de suite et on démarre avec le zapping bien sûr sur France Maghreb 2, c'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio, sur internet, avec Barry Zakiari, la sénatrice PS, qui a choisi, vous le savez peut-être, de soutenir Emmanuel Macron et qui nous parle de cet engouement de partir en outre-mer lorsqu'il y a des élections. Pour elle, Emmanuel Macron ira plus souvent s'il est élu président. Barry Zakiari, pourquoi cet engouement soudain pour l'outre-mer? C'est parce qu'il fait froid à Paris? Non. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un passage obligé. Ce qui est regrettable, c'est que les candidats à la présidentielle y vont tous les 5 ans. Je pense qu'Emmanuel Macron, s'il était appelé à devenir président, irait un peu plus souvent dans ces zones, et qu'il aime d'ailleurs, parce qu'il aime le contact et il aime la discussion. Alors, vous qui êtes socialiste, à quel moment avez-vous opté pour la candidature d'Emmanuel Macron? Eh bien, quand la gauche du gouvernement a proposé la déchéance de nationalité, j'ai considéré que c'était un naufrage. Et donc, pourquoi je soutiens Emmanuel Macron? Pour 3 raisons. D'abord, un positionnement. Deuxièmement, une vision. Et troisièmement, une démarche. Le positionnement, c'est qu'il se positionne ni à droite ni à gauche et qu'il essaye de réunir toutes les bonnes volontés pour faire avancer la France. C'est progressiste, tous les progressistes. La vision, c'est une vision qui prend ses racines dans une France qu'il connaît bien et il arrive à la projeter dans l'avenir, dans le jour, aujourd'hui et dans l'avenir. Je pense que c'est le candidat qui comprend bien ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et troisièmement, une démarche qui est partie de la rencontre des Français, d'un diagnostic, d'une restitution et puis d'une incarnation. Il ne place pas le programme avant la vision. Vous étiez déçu du programme économique de François Hollande, par exemple? Oui, bien sûr, il y a des choses. Il y a de très bonnes choses. Il y a eu de très bonnes choses dans le programme. Emmanuel Macron à ce programme économique de François Hollande, puisqu'il a été ministre de l'économie. Oui, il a été ministre de l'économie, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout dans ce qu'il souhaitait. C'est la raison pour laquelle il a démissionné. Mais dans le programme de François Hollande, il y a des choses qui ont été tout à fait intéressantes. Mais moi, je suis pour l'intangibilité des valeurs. Et la question des valeurs était pour moi essentielle. La question économique, sur les questions économiques, ce n'est pas une science exacte et on peut évoluer. Mais sur la question des valeurs, c'est pas possible. Direction l'Allemagne à présent, après cette horreur qui est survenue hier soir et ce camion fou qui a foncé sur un marché de Noël à Berlin. Je propose d'écouter la première réaction de la chancelière Angela Merkel. Extrêmement violente, qui leur a volé la vie. Plus de 40 autres personnes ont été blessées. Certains et certaines luttent pour leur vie ou pour leur bonne santé. Aujourd'hui, je pense en premier lieu à ces individus.
à ceux qui ont perdu la vie, aux blessés, à leurs familles, à leurs proches, à leurs amis. Je souhaite qu'ils sachent que nous tous, le pays entier, est derrière eux et nous sommes à leur côté dans cette période de deuil. Nous tous, nous formulons l'espoir qu'ils iront mieux. Nous prions pour eux également, en espérant qu'ils retrouveront la bonne santé, qu'ils pourront continuer leur vie, survivre après cette attaque absolument atroce. Je pense également aux forces de secours, aux forces de l'ordre, aux forces de police, aux ambulances, aux secouristes qui immédiatement ont porté secours aux blessés et je souhaite leur adresser tous mes remerciements pour leur engagement. Je pense également à toutes les personnes qui ont apporté leur aide. J'ai beaucoup de confiance quant à ceux qui travaillent depuis hier également pour éclairer ce qui s'est passé, les personnes qui sont chargées de l'enquête. Et sachez-le, nous allons nous assurer que tous les détails soient éclairés et bien entendu, nous traduirons en justice les responsables. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore suffisamment d'informations concernant cet attentat, mais nous pouvons affirmer aujourd'hui qu'il s'agissait bel et bien d'un attentat terroriste. Je sais que c'est quelque chose de très difficile à accepter pour nous tous et ce sera d'autant plus difficile à accepter si nous nous rendons compte que l'assaillant, que celui qui a perpétré cet attentat était venu en Allemagne pour trouver notre protection et l'asile. Je comprends tout à fait les nombreux Allemands et Allemandes qui sont engagés au quotidien aux côtés des réfugiés. Je leur apporte tout notre soutien car ce sont des individus qui ont besoin de notre protection et ce sont des personnes qui consentent d'énormes efforts afin de s'intégrer dans notre pays. Je suis en contact constant avec le président fédéral, avec le ministre de l'Intérieur, Monsieur de Maizière, et avec Michael Müller, le maire de Berlin. Voilà, Angela Merkel donc qui a réagi bien sûr concernant cette attaque ignoble hier, qui nous fait d'ailleurs étrangement rappeler celle de Nice le 14 juillet dernier. Sofiane Lakhdari, bonjour Sofiane. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va très bien. Une actualité donc très chargée pour ce mardi, chère Sofiane. Quel est ton programme pour toi aujourd'hui ? Moi, j'essaierai de faire un coup de cœur, un coup de gueule sur l'assassinat d'un Palestinien, d'un Tunisien qui travaillait pour le Hamas. D'un militant palestinien. Voilà, Mohamed Zouar, qui était l'ingénieur au niveau des drones au niveau du Hamas. Et mon coup de gueule, en vérité, mon avis tranché, ça sera pour ceux qui ont permis la destitution de Bachar, se sont tués aujourd'hui à Halab. Très bien, très intéressant. Alors sur juste en réaction, on a écouté Basira qui arrive donc qui soutient Macron maintenant, la sénatrice PS de Paris. Qui soutient Macron et qui en fait parlait du fait que les hommes politiques en période d'élection ils vont plus souvent en outre-mer. On se rappelle qu'il y a des îles là-bas, Martinique, Guadeloupe, Réunion et compagnie. Et elle disait que si Macron était élu président, il penserait plus souvent, il irait plus souvent donc en outre-mer. Et donc le discours de Angela Merkel qui évidemment a très sonné après ce qui s'est passé hier soir à Berlin. Ouais. Voilà un petit peu en résumé le zapping. Qu'est-ce qui retient ton attention ? Bien sûr, ce qui s'est passé malheureusement à Berlin, qui ressemble fortement à ce qui s'est passé à Nice. Et malheureusement, 12 personnes, c'est ça, 12 personnes. Ouais. Le bilan, malheureusement, a augmenté par rapport à hier. Alors, on précise quand même, parce que on va en parler dans un instant et plus en détail avec vous au 01 40 33 9000, que cette fameuse personne dont on disait hier soir avoir été arrêtée, finalement, ce serait pas la bonne personne. Ce Pakistanais dont tout le monde des médias parle, finalement, ne serait pas la personne qui aurait commis cet acte ignoble. Visiblement, c'est ce qu'annonce la police allemande, donc puisque l'individu arrêté a démenti totalement être à l'origine de ce qui s'est passé. On va retracer en tout cas ce qui s'est passé hier sur ce marché de Noël, donc à Berlin. Parler aussi parce que c'est très important de cet ambassadeur russe tué hier par un policier turc. Très 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 grave. Par un policier turc quand même. Vous imaginez, messieurs dames, incroyable. Ça prouve que les fondamentalistes ont infiltré non seulement l'armée turque, parce qu'avec la tentative de coup d'État aujourd'hui, c'est au niveau de la police turque. C'est ça. Et puis la question qu'on pourra se poser, est-ce que ça on essaiera de comprendre pourquoi affaiblir Erdogan ? Après, pourquoi
qui veut vraiment jouer les troubles faits avec cet accord ou bien cette tentative de rapprochement entre la Russie et la Turquie, à qui profite le crime, comme on pose toujours. Exactement. Et puis on parlera aussi de ce fait qui a malheureusement été occulté par tous les médias français. Cette attaque dans un centre islamique en Suisse, à Zurich, hier soir. 3 blessés. 3 blessés, ouais. Absolument. L'individu, enfin l'auteur de la fusillade se serait suicidé. Apparemment, d'après les dernières informations. Mais le problème, on essaye d'occulter complètement les actes qui se passent contre la communauté musulmane. Comme ce qui s'est passé à Château-Thierry, c'est absolument hallucinant. Voilà, tout à fait. Dans une ville de 15 000 habitants. On voit un climat de tension et les gens qui sont derrière ce genre d'actes, malheureusement, ne met pas assez de lumière pour en parler et on fait passer comme étant que des actes anti-chrétiens ou anti-Noël, marché de Noël, etc. Et la question qu'on pourrait se poser éventuellement, quel comportement pourrait-on avoir justement par rapport à tout cela? Est-ce que, pour ce qui est des musulmans en tout cas, est-ce qu'il y a un bon comportement à adopter pour essayer justement que cela cesse ou que peut-être des messages un peu plus positifs soient passés au sein de la société? Je ne sais pas. Les questionnements sont là. On les pose sur la table et puis on y réfléchit ensemble. C'est un peu le but. On n'est pas responsable d'actes de certaines personnes isolées. Non. On n'a pas de choses à se reprocher. L'essentiel, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde et de donner des explications et pointer du doigt les contradictions qu'ont certains dirigeants européens quand ils financent et ils arment les terroristes. Il n'y a pas le bon et le mauvais terroriste. Le terroriste, c'est pas ce que je disais, Sofiane. Oui, je comprends. Non, mais juste, on peut entendre ce genre d'arguments de certains de se faire un peu discret. Ça me rappelle un peu les propos de Jean-Pierre Chevènement. Non, pas forcément discret. Non, pas du tout. Voilà. On en parlera plus en détail si tu veux bien. On laisse la pub et on y revient avec vos appels au 01 40 33 9000. À tout de suite. Votre talk de fin d'après-midi, c'est le grand forum LGF avec aujourd'hui pour m'accompagner Sofiane Lakhdari sur France Maghreb 2. On a de quoi décortiquer, mon cher ami Sofiane, aujourd'hui. L'actualité est tristement avec nous, on va dire. Je rappelle qu'à 17h, on se rebat à monsieur Jeloul Atig, qui est le premier adjoint de la ville de Grigny en Essonne, qui est parti en Palestine. Il nous racontera son voyage, ça s'est passé au mois de novembre. Donc à découvrir tout à l'heure sur France Maghreb 2. Mais on va commencer évidemment, Sofiane, par ce drame à Berlin qui a fait au moins 12 morts, près d'une 50aine de blessés. Un poids lourd qui a foncé sur la foule hier soir dans un marché de Noël au cœur de la capitale allemande. Les autorités allemandes ont confirmé, mais alors ce qui est assez intéressant à analyser, cher Sofiane, chers amis auditeurs, c'est que contrairement à ce qu'on a pu voir ici en France, dès qu'un acte se produit, on parle tout de suite d'un attentat ou d'un acte terroriste. Les autorités allemandes ont été un peu plus précautionneuses, voilà, en tout cas, et ont attendu pour parler d'attentat, je crois, jusqu'à ce matin, pour confirmer en tout cas l'attentat en tant que tel, Sofiane. Ça, c'est la petite différence quand même. Oui, le traitement médiatique peut-être n'est pas le même, et en même temps, mais tout pensait à nous pousser à dire que c'était un acte terroriste parce que c'était un camion qui fonçait directement sur une population civile qui était en train de faire son marché de Noël. Ouais. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas assez d'éléments, mais on a quelques informations qui circulent au niveau des médias allemands comme étant un Pakistanais. Après, c'est des éléments contradictoires. Aujourd'hui, ce matin, ils disent que c'est pas un Pakistanais. Il y avait un chauffeur polonais qui est venu avec le camion de Pologne, mais qui a été retrouvé assassiné. Il y a énormément d'éléments. Moi, je pense qu'on n'essaye pas de faire une analyse très objective parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Après, alors les éléments qu'on a de façon officielle, puisque c'est le ministère allemand de l'Intérieur qui a qualifié ce matin donc l'acte d'attentat. Le carnage provoqué hier soir par ce camion fou. Peu importe ce que nous allons apprendre sur les motivations et le mobile de l'assaillant, écrit le ministre Thomas de Maizière dans un communiqué, nous ne devrons pas nous laisser prendre notre mode de vie fondé sur la liberté. Et il ajoute que les marchés de Noël et les rassemblements continueront en Allemagne avec la mise en place bien sûr de mesures de sécurité adéquates. Voilà, donc on n'annule pas, on continue et on renforce. Mais sauf que c'est un coup dur pour Angela Merkel. Bien sûr. Alors avec l'accueil, parce que maintenant il y a une campagne anti-immigrants et anti-réfugiés qui est en train de s'installer à travers toute l'Europe. Et on a vu que l'Allemagne l'année dernière, elle a accueilli presque 1 million. Et c'était un appel d'air qu'elle a lancé, non pas seulement humanitairement, mais au niveau du plan économique. Bien sûr. Ça a contribué énormément. On sait que la population allemande, elle est de plus en plus vieillissante pour payer les retraites, etc. Ouais. Et aujourd'hui, il y a une campagne de l'extrême droite qui ne cesse de monter. Elle est à 15%. Après cet acte terroriste, elle ne peut que monter.
et la xénophobie et l'anti-islam ne cessent de monter en Europe. Et ça, avec une complicité flagrante des médias qui ne veulent pas expliquer les réelles causes. Les réelles causes, à savoir un soutien massif de l'Allemagne et de certains pays européens aux groupes dits djihadistes, mais des terroristes qui sont en train de sévir la terreur en Syrie aujourd'hui contre le peuple syrien. On est en train de s'endeuiller pour la défaite des terroristes à Halab. Moi, je pèse mes mots, hein. C'est une libération de la ville de Halab. Après, ça dépend par où on est informé. Si on est informé par Al Jazeera et Al Arabiya, on ne peut être que d'utiliser des termes de génocide, de crimes contre l'humanité, mais c'est des groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda, c'est les mêmes qui sont censés être combattus par la communauté internationale aujourd'hui, qui tuent aveuglement des Syriens et tuent aujourd'hui en Europe. Alors, avant de parler de la Syrie plus en profondeur dans quelques instants, autre information pour revenir à l'Allemagne, officielle. Ce matin, le Polonais retrouvé mort dans le camion a été tué par balle. Il pourrait s'agir d'ailleurs du chauffeur en titre du camion qui devait faire route jusqu'à Berlin et qui a donc être pris en otage, puis abattu par l'auteur de l'attentat. Tout ça sous le conditionnel. Pour l'instant, évidemment, il s'agit d'hypothèses, bien sûr. C'est ce que nous révèle en tout cas le quotidien allemand Bild. L'auteur de l'attentat, c'est ce qu'avait annoncé dans un premier temps, serait un Pakistanais, mais comme tu le disais, Sofiane, ça a été démenti dans l'après-midi par la police allemande a envoyé un communiqué en disant qu'il pourrait ne pas s'agir de cette personne. Oui, cet attentat vient dans un contexte particulier, Christophe. Il vient dans un contexte où il y a une reprise des négociations de plus en plus importantes entre la Russie et la Turquie. Il y a un accord, il y a l'arrivée de Trump le 20 janvier. Les États-Unis, avec la nouvelle administration, une nouvelle politique au niveau de la région, à savoir de cesser ces renversements de régime. C'est la lutte efficace contre le terrorisme, c'est de lutter contre les dirigeants qui financent et qui arment les terrorismes. On voit bien un nouveau contexte qui est en train de s'installer. Et aujourd'hui, cet attentat, que ça soit en Allemagne, que ça soit en attaque contre le centre islamique à Zurich, ou que ça soit les attentats qui ont touché la France l'année dernière, cette année, ne peuvent que s'enregistrer dans ce climat général au niveau de la région, au niveau du monde. Alors, on peut pas analyser d'une manière un peu singulière ce qui se passe en Allemagne par rapport à ce qui se passe en France. C'est tout un ramasse. Alors, la première réaction d'ailleurs du ministre de l'Intérieur français, donc le tout nouveau, Bruno Le Roux, qui a indiqué renforcer la sécurité sur les différents marchés de Noël. Voilà. Bien entendu, condamné un petit peu partout dans le monde et par les principaux dirigeants du monde, cet acte ignoble qui s'est produit donc hier à Berlin, en Allemagne. On va juste prendre un auditeur au hasard, 01 40 33 9000, pour voir un petit peu si vous souhaitez évidemment réagir sur ce qui s'est passé donc hier à Berlin. Allô, bonjour. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Bonjour Karim. Bonjour à ton invité, c'est Sofiane, je crois. Oui, bonjour Karim, c'est Sofiane. Oui, moi, écoutez, je suis abasourdi, ça c'est sûr, j'imagine tous ces petits-enfants, ça se trouve, le papa ou la maman, ils étaient sortis pour acheter des cadeaux, et t'as l'enfant dans la maison qui attend quand est-ce que papa va rentrer avec... Ça doit être horrible, moi j'ai du mal à imaginer qu'il y a des gens qui vont se retrouver tout seuls, des parents sans enfants, des enfants sans parents, alors qu'ils n'ont rien fait, et ces abrutis qui pensent qu'en faisant ça, je veux dire, ils vengent les morts d'Irak et de Syrie, ils haussent l'image de l'islam, mais ces gens-là sont totalement dans l'erreur. Je veux dire que plus vous agissez comme ça, et plus l'islam sera attaqué, et plus vous mettez en péril l'islam, l'avenir même, non seulement de l'islam, mais des musulmans dans le monde. Et en mettant l'avenir des musulmans en question, de toute façon, vous mettez votre propre avenir aussi en cause, parce que de toute façon, moi je suis persuadé que c'est sans fin, parce que les Européens vont bombarder, eux ils vont faire des attentats. Ils vont bombarder où Allô? Ils vont bombarder où? Les Occidentaux, ils vont continuer à bombarder, je sais pas, moi, en Syrie, ils n'ont en Irak, aucun objectif. Sous prétexte toujours, contrairement, parce qu'ils ont raison, le Daesh, mais si, tout ça, ou pour répondre à un attentat. Les autres, mais Karim, ils vont dire, puisque vous nous bombardez, nous on n'a pas d'avion, mais on a des kamikazes à tirer à l'arigot. Karim, et j'ai l'impression que c'est un cercle sans fin. Karim, mais pour le moment, le problème au niveau des Européens, qui n'ont aucun objectif dans la région. Ils luttent contre le terrorisme, mais en même temps, ils financent certains groupes terroristes.
C'est ça la question. Aujourd'hui, l'Europe ne sait pas où aller. Écoute, Sofiane, moi je suis 1000 fois d'accord avec toi et je suis d'abord 1000 fois d'accord avec tous ceux qui passent sur l'antenne parce que vous êtes des gens éclairés, vous savez lire, vous savez écrire. Mais le mec qui boit moi je vois, tous les jours je m'arrête dans un bistrot avant de rentrer au boulot, je bois. Mais les gens ils sont un milieu de ça. Hein. Les gens, t'as posé une bombe, c'est que t'étais un terroriste, c'était un musulman et je hais les musulmans, ça s'arrête là. Parce que tous les propos que vous tenez là, ça concerne pas 90% des gens de la rue. Les gens de la rue n'ont pas fait Sciences Po pour comprendre tout ça. Moi j'ai essayé d'expliquer un jour à quelqu'un que si dans cette merde-là, c'était à cause de George Bush, il me dit mais que tu racontes des conneries, George Bush avait 25 ans, on n'a plus parler. Karim, pour dire que peut-être... C'est ça le problème. Oui Karim, mais si t'as remarqué, Karim s'il te plaît, si t'as remarqué, aux États-Unis, on vient d'élire Donald Trump qui est contre la guerre. C'était Obama qui est venu avant, qui voulait ressortir ses soldats, qui ne voulait plus de guerre nouvelle par rapport à Bush. Aujourd'hui, Donald Trump veut l'isolationnisme. Tu vois au niveau de l'Europe, par exemple le Brexit, parce que les Anglais ont peur de cette immigration qui est non contrôlée. T'as au niveau de l'Italie le non à la Constitution parce qu'il est prôné par le Forza Italia, par le groupe de Pepe Grillo, qui veut sortir de l'Europe parce qu'elle a des conséquences et elle a une politique qui est non adaptée aux nouveaux enjeux. On voit de plus en plus la population française voter, par exemple, on a Juppé et Fillon. La différence qu'il y avait entre les deux, c'est la politique extérieure. Et on a vu un vote massif pour François Fillon. Les deux, ils avaient un programme libéral. Nous avons une montée du Front National qui a une politique pro-russe et pas anti-russe, comme prône aujourd'hui Monsieur François Hollande. Oui, je suis tout à fait avec ça, Sofiane. Oui. Tout ce que tu dis là, moi je suis 1000 fois d'accord avec toi parce que c'est vrai. Ouais. Et donc, le si sens. tu viens devant chez moi au PMU en face, tu vas dire ça à des mecs qui boivent un coup et qui vont voter demain, ça va leur passer au-dessus de la tête. Le Français moyen, ce qu'il cherche, lui, c'est qu'on le tue pas quand il prend le métro et quand il prend le bus. Voilà ce qu'il cherche. Mais non, il cherche pas maintenant sa vie, elle est en jeu. Maintenant, Karim. Quand tu dis que Trump est anti-guerre, c'est faux. Trump va agiter la guerre dans cette région du monde. Tu verras, vu son programme les Israéliens, les Saoudiens contre les machins, avec ces conneries en Israël, etc. Trump, contrairement à ce que vous croyez, c'est pas moi, je commence à en avoir marre qu'on le présente comme un homme de... Non, pas du tout. Moi, je dis, son programme de la politique étrangère, il était clair. Il a dit, j'arrête de renverser. Après, maintenant, s'il fait le contraire de ce qu'il dit... il fera le contraire. Il fera le contraire. Par contre, moi, j'ai une information à vous donner. Oui. T'as deux petites informations. Je veux dire... alors, je ne savais pas, mais est-ce que vous savez que depuis le 22 novembre, il y a un décret qui est paru? Oui, sur la justice. Vous savez? Ouais, sur l'aéroport. Ouais, et entre les mains de l'État, c'est-à-dire l'aéroport, ouais. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Non, c'est pas celui-là. Au niveau de la justice, ouais. Vas-y, Karim, c'est quoi les recours? Ils ont supprimé la carte de 10 ans. Ah non, c'est pas ça. Ils ont supprimé la carte de 10 ans. Et jusqu'à présent, il y avait que les Algériens qui avaient droit, c'est terminé. Et deuxième chose... C'est-à-dire c'est une carte combien? Combien maintenant? Combien maintenant alors? C'est 5 ans maximum. 5 ans. Ouais. Et je voulais vous dire une deuxième chose, parce que la personne que j'ai vue, si vous voulez, c'est... On va se renseigner auprès des avocats. Petit-fils. Allô? Oui, on va se renseigner pour cette histoire auprès des avocats là-dessus. Et c'est le petit-fils d'un ancien ambassadeur d'Algérie en Espagne. Donc, j'en dis pas plus, parce qu'il m'a dit, je te dis des trucs, mais je te fais confiance. Il y a eu une réunion entre les autorités algériennes et les autorités françaises au mois de juillet 2016. Oui. Parce que les autorités françaises, comme les autorités algériennes, sont convaincues que de toute façon les attentats provoqueront un exode. Parce qu'il y aura attentats, répression et ainsi de suite. Et l'Algérie a demandé à la France que si jamais il y avait des centaines de milliers d'Algériens qui, pour échapper au pogrom et tout ça, ils venaient à rentrer en Algérie. Et il paraît qu'il y avait des gens de l'opposition dans cette réunion, etc. Paraît-il que la France a promis son aide à l'Algérie financière pour permettre aux Algériens qui quitteraient en catastrophe la France de pouvoir s'installer en Algérie. Elle a donné deux conditions, la France, elle a dit. Ceux qui étaient entrés en situation régulière et ceux qui n'ont pas commis de crimes sur l'État, qui n'ont pas commis de délits graves sur le sol français seront aidés. Voilà tout ce que je tiens à vous dire. Tout ça pour vous dire que de toute façon, on a beau dire ceci, Bush par là, Trump par là, de toute façon, il va de soi que chacun, je pense que nos jours, nous, en tout cas les musulmans en Occident, sont comptés. Très bien. Voilà, bon courage, et puis je vous écoute jusqu'à... On ne lâche rien, Karim, on ne lâche rien. Hein. Allez, bon, salut Karim, à bientôt. On va se renseigner quand même pour cette histoire de carte de 10 ans là, c'est très important.
Oui, peut-être les Français veulent que ça se renouvelle pas automatiquement pour la population algérienne. Peut-être c'est une proposition, mais elle n'est pas encore passée. Après, s'il nous dit elle est passée, on a le décret du 22 novembre, faut s'enseigner, hein, parce que c'est vrai qu'on reçoit les JO, mais on lit pas forcément les décrets, etc. Donc, hein, et pourtant, qu'est-ce que tu me parlais toi par rapport à la justice? Oui, j'ai vu que au niveau de ça, je suis pas bien, je suis pas dans le domaine de la justice, mais au niveau des recours, à ce qui paraît, ça va être entre les mains de l'État. Je vais revoir l'information et je vais te la redonner. Très bien. 01 40 33 9000, s'il y a un avocat éventuellement qui nous écoute avant qu'on consulte les nôtres, on va appeler d'ailleurs pendant la pub un de nos avocats pour savoir exactement si cette info est véridique ou pas. En tout cas, c'est important quand même de la vérifier. On donne des informations, il faut les vérifier derrière. Allez, mon cher ami Sofiane, on va passer à ton avis tranché, tu le veux bien? Oui. Allez, c'est parti sur France Maghreb 2, l'avis tranché pour ce mardi 20 décembre. Hop, non, c'est pas ça, c'est le jingle leader. Et vous allez pouvoir évidemment réagir à cet avis tranché en nous appelant 01 40 33 9000. Mon cher ami Sofiane, tu vas nous parler de Halep. Voilà, moi je vais dire pourquoi ceux qui ont promis la destitution de Bachar el-Assad se sont tus à Halep. Alors, certains Syriens ont le droit de diriger leur colère contre le président Bachar el-Assad et son gouvernement. Mais la plus grande rage, à mon avis, devait être dirigée aux États-Unis et aux pétromonarchies et aux chaînes de télévision qui ont incité à la sédition et ont transformé les faits et induit en erreur le peuple syrien. Et l'attentivité à la révolution et lui ont promis de faire tomber le système en quelques mois, puis l'ont abandonné, restant un spectateur de ce qui est arrivé à Haleb alors qu'il possède des armées modernes et des F-16. Ces pays tentent de se dédouaner et de s'innocenter des crimes commis contre la Syrie et son peuple sur les 6 dernières années, en pleurant et faisant les hypocrites alors qu'ils ont refusé de recevoir sur leur territoire un seul de ces réfugiés. Nous sommes bien conscients du fait qu'ils ont un énorme empire médiatique, électronique et des armées sur les médias sociaux, mais ceci n'enterrera pas les vérités sur leur rôle principal dans la destruction du monde arabe et de semer les graines des conflits confessionnels, de lancer une guerre sanglante au Yémen, massacrer des milliers de ses enfants et affamer des millions d'entre eux. Le retour de l'armée syrienne à la ville de Haleb, ils sont restés spectateurs, laissant les pleurs à leur appareil médiatique, plongeant leur tête dans le sable. Le roi saoudien Salman ben Abdelaziz n'a fait aucune mention de Haleb ou de la Syrie lors de son discours devant le Conseil de la Shura dernièrement, et aucune déclaration de son ministre des Affaires étrangères Adel El-Joubeir qui parlait jour et nuit et de destituer Bachar el-Assad et qui devait démissionner par des négociations ou par la guerre. Le peuple syrien a subi la plus grande supercherie de l'histoire, en l'impliquant dans un complot visant à détruire son propre pays, tuer des centaines de milliers de ses frères des deux côtés de la ligne politique. Ils sont les derniers à avoir le droit de parler de démocratie ou de droits de l'homme pour ces pays, ces pétromonarchies. Les présidents Bachar el-Assad portent également la responsabilité de ce qui est arrivé et de ce qui se passe dans son propre pays. Il a reconnu les irrégularités, les erreurs et les crimes, cela il est documenté. Mais la responsabilité de ceux qui ont poussé le peuple syrien dans un bain de sang, suite à des rancœurs et des vengeances personnelles, porte la plus grande responsabilité parce qu'ils ont intervenu dans des affaires d'un autre État arabe, mais mis le feu en même temps dans ce propre pays. Nous sommes bien conscients que la bataille de Haleb est terminée, mais la guerre n'est pas encore finie en Syrie. Il y a beaucoup de batailles à venir, comme celle d'Idlib, d'El-Bab, de Manbij et autres. Mais l'abandon que vit le peuple syrien par ceux qui l'ont abandonné dans les moments les plus difficiles restera une tache sombre sur leur front et sur le front de ceux qui ont parié sur eux. Voilà pour l'avis tranché de Sofiane Lakhdari donc sur la situation de Halep, cette bataille de Halep qui est donc maintenant terminée visiblement. Vous pouvez réagir messieurs dames 01 40 33 9000, d'accord ou pas d'accord avec l'ami Sofiane, vous nous appelez. Moi j'ai essayé un peu de parler surtout, j'ai essayé de parler surtout de ceux qui ont poussé le peuple syrien à se révolter contre son président. Ah bah il y en a beaucoup Voilà, et maintenant on les voit plus. Même quelques-uns de nos auditeurs qui ont appelé à se débarrasser de Bachar el-Assad pendant plusieurs années en imputant donc la responsabilité première sur tout ce qui se passait en Syrie sur lui.
comme tu le rappelais d'ailleurs très justement, il est en partie responsable, mais pas l'unique responsable de ce qui se passe évidemment en Syrie. Et aujourd'hui, ces guerriers d'un autre temps sont devenus humanistes quelque part, ce qui est un petit peu particulier. Voilà, ce revirement donc concernant cette situation de Halep et en Syrie. Mais évidemment, comme tu l'indiquais aussi très justement, la guerre n'est malheureusement pas terminée. Il y a encore d'autres fronts. Et on voit vraiment beaucoup de pays qui ne veulent pas que cette guerre cesse. Hein. Ouais. Allez, on prend un appel juste avant la pub. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Kéra, à l'appareil d'Orléans. Il m'arrive de vous appeler quelquefois, et là j'ai le plaisir de vous entendre. Et je vous appelle en fait en ce qui concerne la nationalité. Ma sœur est arrivée à Marseille pour s'installer, n'est-ce pas, en 2008, donc elle a régularisé sa situation en 2009, et ils ne lui ont pas donné pour 10 ans, ils lui ont donné que pour 5 ans. Donc ils lui ont dit que 10 ans ça n'existe plus. Donc on n'est pas. Moi je pensais que c'était 10 ans. Et donc c'était même en 2009 c'était 5 ans. Voilà, c'était pour vous dire très ça. Bien, merci Kéra pour l'information très importante. Merci beaucoup Kéra. On va se renseigner quand même pour cette histoire de carte évidemment donc qui serait plus pour 10 ans maintenant mais 5 ans, c'est ce que nous a révélé Karim, et donc appuyé par les propos de Kéra du côté de Orléans. Allez, on fait une petite pub, on reçoit aussi notre invité dans un instant, puis on va passer aussi à ce qui s'est passé hier soir aussi en Turquie, à Ankara. C'est l'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb de LGF est avec vous, évidemment en direct jusque 18h30. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, 01 40 33 9000 pour réagir évidemment à l'actualité de ce mardi 20 décembre. Et après avoir longuement parlé, évoqué ce qui s'est passé donc hier soir à Berlin en Allemagne, on parlera dans quelques instants de ce qui s'est passé là en Turquie, à Ankara, avec l'assassinat donc de cet ambassadeur russe. Et puis un petit mot aussi sur ce qui s'est passé à Zurich en Suisse, complètement occulté par les médias français, hein, Sofiane, pour le coup. Ah oui, cette fusillade donc dans ce centre islamique de Zurich hier soir, 3 blessés. Voilà, donc on va parler de tout cela évidemment avec vous en direct sur France Maghreb 2. Mais juste avant, si vous le voulez bien, on va accueillir notre invité sur France Maghreb 2 en ce mardi 20 décembre. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Je suppose, mon ami Sofiane, que tu connais la ville de Grigny, en Essonne. Oui. Eh bien, je te propose d'accueillir avec nous le premier adjoint au maire de la ville de Grigny, monsieur Jeloul Atik. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2, monsieur Atik. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de la Syrie, on en oublie quelque peu la Palestine, et pourtant la Palestine qui continue, bien entendu, de souffrir. Et à ce titre, vous avez effectué un voyage pour le compte d'une association au mois de novembre dernier, avec un ami à vous, un collègue, et vous êtes parti donc quelques jours en Palestine. Racontez-nous un petit peu ce voyage et ce pourquoi vous y êtes parti exactement. Eh bien, on est parti effectivement du 12 au 16 novembre dernier avec l'association pour le jumelage des camps de réfugiés palestiniens avec des villes françaises. Donc, c'était une délégation d'une 40aine d'élus. Il y avait d'ailleurs 2 sénateurs maires. Et puis, on est allé pour se rendre compte par nous-mêmes de ce qui se passait là-bas dans les camps de réfugiés. Enfin, vous venez de le dire à l'instant. C'est vrai que l'actualité, elle est vachement centrée sur la Syrie, et on en oublie la Palestine. Et c'était un voyage très enrichissant parce que il faut pas oublier les Palestiniens, quoi. Effectivement, et durant ce voyage, vous êtes parti vous rendre compte vous-même de ce que pouvaient vivre les Palestiniens sur place. Vous êtes passé par où en Palestine? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu aux auditeurs d'abord comment s'est fait votre arrivée à Tel Aviv? Est-ce qu'elle a été mouvementée? Et ensuite, pour ce qui est de la suite de votre voyage, nous raconter un petit peu les points forts, enfin les moments forts de ce voyage. Ouais, ça a été mouvementé. Si on peut dire ça comme ça, même pas à Tel Aviv, mais dès l'embarquement, puisque dès qu'on a embarqué, qu'on a voulu monter dans l'avion, on a été accueillis dès le départ par des douaniers français qui, par rapport à notre faciès, puisque dans la délégation, il y avait une petite dizaine d'élus originaires du Maghreb, on va dire, et puis cette dizaine d'élus-là, eh bien, on a été fouillés avant de monter dans l'avion. Ensuite, donc on est arrivé à Tel Aviv. À Tel Aviv, il y avait des élus qui étaient déjà
qui était déjà venu en Palestine, ou on va dire Israël, et donc qui était, je pense, déjà fiché. Et malheureusement, avec mon collègue Arsène Zerkal, pour pas le nommer, on a été mis de côté pendant 2 heures. On nous a même dit qu'on avait eu de la chance, quoi, parce que 2 heures, c'était pas énorme en termes d'attente. Après, on nous a interrogés, puisque mon collègue, lui, il était né en Algérie, donc français, mais né en Algérie, donc ça pose toujours problème quand on est né d'Algérie. Et moi-même, on m'a demandé où étaient nés mes parents, mon père. Et quand je leur ai dit l'Algérie, effectivement, tout de suite mis de côté. Après, on m'a demandé mon adresse mail. Voilà, on a essayé d'en savoir sur la délégation aussi. Bon, nous, notre prétexte, on nous avait dit dès le départ que partir avec des sénateurs, c'est des gens qui sont considérés comme présidentiables, comme dans le système américain. Donc ils font attention. Donc moi j'avais aucune inquiétude là-dessus, mais voilà, c'était un petit peu sur le temps d'attente, le temps de mise de côté qui nous embêtait un petit peu. Ensuite on est arrivé, on a été logé à Ramallah même, dans un hôtel. L'objectif, c'était de faire participer aussi le commerce, le tourisme palestinien. Donc, on a voulu absolument, en tout cas dans l'association, on a voulu absolument être logé en hôtel. Et puis, on a eu tout un parcours avec. On a vu des gens qui sont dans le milieu associatif. On a vu à Ramallah même, on a vu Moustapha Barghouti, un député palestinien. Voilà, qui d'ailleurs s'était présenté pour la présidentielle, et qui nous a expliqué un petit peu ce qu'il faisait d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue au niveau de la santé, etc. Mais il nous a aussi beaucoup expliqué comment les Palestiniens vivaient dans un état. Les difficultés on peut comparer ça à ce que l'on a vu il y a très longtemps en Afrique du Sud, un État colonisateur, et on l'a vécu au plus près, puisque pour se déplacer d'un point à un autre, c'est le parcours du combattant. Par exemple, pour se déplacer d'une ville à une autre, vous avez des checkpoints. Il faut vraiment avoir l'immatriculation israélienne pour ne pas être embêté. Ça a été vraiment le parcours du combattant. Ça a été un voyage très. Est-ce qu'il y a, Gelou Datig, un moment fort qui vous a marqué dans ce voyage en Palestine? Il n'y a pas eu de moment fort. Il y a eu plein de petits moments très. Si. C'est vrai que si je reviens un petit peu dessus, il y a justement la rencontre avec Moustapha Barghouti. En plus, j'en ai parlé. La rencontre avec Moustapha Barghouti, c'est on sent bien que c'est quelqu'un qui a investi politiquement, mais avec très peu de mots et très peu d'images. Même si on sent pas la haine chez les Palestiniens, il n'y a pas de haine chez eux. Ils nous disent bien, c'est pas une question de religion, c'est une question de reconnaissance de droits. On a les mêmes droits que les Israéliens. En tout cas, Moustapha Barghouti nous a bien expliqué les choses, avec des petits témoignages, mais des témoignages vidéo également, et notamment ce qui circule dans les réseaux sociaux, YouTube, etc., pour pas les nommer. Et puis à ce moment-là, on s'est tous regardés, en tout cas toutes les personnes qui étaient présentes dans la délégation, parce qu'il n'y avait pas uniquement, c'était essentiellement des élus. On avait aussi du mouvement associatif, puisqu'il y avait le casque de chez ERDF qui était dans la délégation. On a senti, on s'est dit à ce moment-là que c'était, il y a pas de haine, je sais plus où j'en étais, il y a pas de haine chez les Palestiniens,
Et il y a vraiment cette volonté de dénoncer un petit peu cet état colonisateur. Ah oui, c'est là-dessus que je voulais revenir, qui était mon idée. C'est que dans les réseaux sociaux, nous, les élus, que ce soit les adultes qui étaient dans cette délégation, on était, on est aguerris, on sait ce qu'est une image qui est forte, par exemple avec de la violence, etc., du sang, etc. Mais on s'est dit à ce moment-là, en tout cas pour les élus qui issus de banlieues françaises, on s'est dit, purée, nos jeunes qui ont rencontré ces images difficiles, notamment les images que l'on connaît à travers la guerre en Syrie, pour faire le parallèle avec la Syrie. Et ben en fait, moi par exemple, je me suis rendu compte, et jusqu'avant je m'en étais pas rendu compte, que les jeunes pouvaient être face à des images très fortes. Et quand on parle de radicalisation, en tout cas la bascule qui peut se faire sur la radicalisation, on peut la comprendre facilement quand on se dit qu'un jeune qui est face à son ordinateur, face à des réseaux sociaux dans lesquels on peut véhiculer n'importe quelle image, eh bien c'est très dur, et je ne justifie pas. Ouais, on a bien compris. Ouais, on a bien compris. C'est le fait justement de banaliser toutes ces photos d'horreur que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, effectivement, et qui peuvent être interprétées de différentes manières et surtout reçues de différentes manières, notamment chez les populations les plus jeunes. Exactement. Ouais. Et la situation, les situations d'injustice, justement, les Palestiniens, eh bien, tous ceux qui sont d'origine arabe, ou pas forcément, puisque les élus de la délégation, il n'y avait pas uniquement des Maghrébins ou des gens issus de différentes origines, ouais. Voilà. Eh bien, ces injustices-là, elles sont humainement incompréhensibles. Gelou Latig, est-ce qu'il y aura à la suite de ce voyage que vous avez donc effectué au mois de novembre dernier en Palestine, est-ce qu'il y aura, je crois, vous avez promis en tout cas sur votre Facebook une soirée de restitution qui aura lieu au mois de janvier? Exact. Alors quel est l'objectif? L'objectif, c'est de restituer. D'ailleurs, mes collègues élus de d'autres villes ont déjà fait cette restitution. Nous, on a eu un agenda un petit peu plus compliqué sur Grigny, donc c'était pas, en tout cas c'était pas le bon moment. On fera ça fin janvier, même peut-être début février. Il y a une restitution qui se fait justement pour, vous l'avez dit en début d'antenne, on a toute la problématique. Il y a le moment médiatique autour des réfugiés syriens. Et l'objectif pour nous, c'est on se retrouve dans ce combat-là. Il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas oublier les Palestiniens qui vivent l'injustice que les Sud-Africains ont déjà vécue il y a quelques années. Alors, pendant un temps, on a parlé de Mandela terroriste, mouvement terroriste. Après, il n'était plus terroriste quand on a compris ce qu'il défendait. Eh bien, chacun, en tout cas d'entre nous, chacun qui a participé à cette délégation, il a pour obligation morale de restituer un petit peu ce qu'il a vécu pour pas oublier les Palestiniens. C'était l'objectif en tout cas de ce voyage, de ne pas oublier, et puis surtout de se rendre compte finalement sur le terrain, par votre présence, de cette délégation en Palestine, d'aller voir ce qui se passe concrètement, réellement sur place. Et vous en avez fait donc un voyage important, donc de ce voyage du mois de novembre dernier avec cette soirée. On aura l'occasion de vous réinviter, Monsieur Attic, pour évidemment peut-être tenir informés nos auditeurs si toutefois ils sont intéressés. Et j'en profite pour saluer aussi tous ces élus qui agissent, Sofiane, qui agissent dans l'ombre un petit peu, parce que un petit peu en l'ombre de l'actualité médiatique. C'est vrai qu'on les entend pas forcément dans les médias, ils prennent pas forcément la parole, mais ils agissent. Et c'était aussi l'objectif de cette interview avec Monsieur Gelou Latig aujourd'hui sur France Maghreb 2, pour montrer aussi à tout le monde et pour voir que il y a ces élus aussi qui agissent et qui travaillent en silence,
pour beaucoup et qui n'ont pas besoin justement d'une lumière médiatique pour agir. En tout cas, bravo à vous, Monsieur Atig, et à très vite. Merci Christophe et merci à vous pour l'invitation et de nous aider. Merci pour nous aider de mettre tout ça en lumière. Merci beaucoup, Jalil Atig, merci beaucoup. Voilà, donc qui était notre invité. Il est le premier adjoint au maire de la ville de Grigny. Allez, on va revenir maintenant, si vous voulez bien, à l'actualité. Et donc, après avoir parlé de ce qui s'est passé en Allemagne, on revient à présent sur l'assassinat en Turquie de l'ambassadeur russe à Ankara. Andrei Arkailov, abattu par un jeune policier turc, alors qu'il inaugurait une galerie d'art dans la capitale turque. Après avoir tiré, le meurtrier s'est lancé dans une diatribe en arabe et en turc, évoquant la Syrie et Alep, où les forces russes sont très impliquées. Le chef d'État turc a très rapidement appelé son homologue russe. Les deux hommes ont ensuite évoqué une provocation en Russie. La presse et les diplomates, Sofiane, font preuve de retenue d'ailleurs sur cette affaire. C'est ce que l'on a pu lire dans l'ensemble de la presse russe depuis ce matin. Tout à fait. On a vu un comportement qui était différent de Monsieur Erdogan par rapport à la destruction du Sokhoi l'année dernière. On a bien vu que Erdogan, cette fois-ci, il a contacté directement Monsieur Poutine en lui expliquant les circonstances de cet assassinat, malgré qu'on a vu en direct que c'était un policier qui agissait seul pendant un bon bout de temps et qui a été assassiné par la suite, malgré qu'on avait toutes les possibilités de l'avoir vivant. Mais moi, je reviendrai sur le contexte actuel, le contexte dans lequel survient cet attentat. Il faut dire qu'il y a un rapprochement depuis le 9 août, et j'en ai parlé il y a 2 semaines, entre la Russie et la Turquie depuis le 9 août, qui a permis à la libération de la ville de Halep. Et aujourd'hui, il y a une réunion qui se tient actuellement à Moscou entre la Russie, l'Iran et la Turquie, tentant de trouver une solution durable et politique à la guerre en Syrie. Mais l'attentat se vient suite à cette réunion pour éviter que ce rapprochement et qu'on extienne un peu le feu qui se propage aujourd'hui en Syrie. Christophe. Alors vos appels évidemment directs sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. Cependant, juste pour être tout à fait précis, pour donner un maximum d'informations, sachez que le président Poutine a parlé de provocation donc tout à l'heure visant à faire échouer le rapprochement entre la Russie et la Turquie et le processus de paix en Syrie. Mais la seule réponse, a-t-il ajouté, est le renforcement de la lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères a insisté lui sur le fait que le président turc Erdogan avait présenté ses condoléances. Il y a indiqué que les enquêteurs russes partis pour la Turquie et qu'il y aura donc une enquête conjointe, cher Sofiane, sur contrairement à la première, contrairement. Mais maintenant, il faut parler que le contexte actuel, il est brûlant en Turquie. La Turquie, elle se retrouve aujourd'hui au milieu du chemin. Elle était le fer de lance de la guerre contre la Syrie, avec ses alliés de l'OTAN, des pétromonarchies. Mais au bout de 5-6 ans, il a compris, M. Erdogan, que son plan d'hégémonie au niveau de la région n'arrivait pas à bout et il commençait à avoir des répercussions à l'intérieur de la Turquie, y compris de l'intégrité territoriale de la Turquie, avec le problème kurde, avec le tentative de coup d'État où on a parlé de Fethullah Gülen, l'ancien allié de M. Erdogan. Et aujourd'hui, on voit bien une infiltration au sein même de la police turque par des membres de l'AKP, peut-être celui-là il fait partie de l'AKP, mais pour le moment il y a une infiltration où ils sont en train d'entraver le processus que essaye de mener aujourd'hui Erdogan, à savoir la normalisation des relations avec les pays voisins, chose qui était auparavant la politique de Ahmed Davutoğlu, à savoir zéro problème avec les voisins. Aujourd'hui, la Turquie, ce qu'elle est en train de vivre, c'est un moment historique. Elle ne peut plus suivre la politique américaine parce qu'elle voit que son projet n'aboutira pas. Ouais. Elle ne peut pas faire continuer la guerre en Syrie parce qu'elle voit son intégrité territoriale en danger. Elle ne peut pas tourner le dos à l'Iran avec laquelle elle a d'excellents rapports économiques. Elle ne peut pas tourner le dos à la Russie qui lui tend la main et qui essaye de l'intégrer dans la camp de Shanghai après qu'on a fermé l'Union européenne à la Turquie à plusieurs reprises. Aujourd'hui, M. Erdogan tente de faire changer sa politique étrangère de 180 degrés et cela dérange énormément de gens, y compris au sein même de la Turquie. On parle de la libération de Halep par l'implication de Erdogan. Et M. Andrei Karlov se fait partie, cet ambassadeur qui vient d'être assassiné,
fait partie des gens qui étaient derrière cette pseudo-paix qui a été retrouvée. Aujourd'hui, maintenant, nous voyons que la Russie tente de régler ce problème en occultant complètement l'Union européenne. Et c'est peut-être... Mais oui, très intéressant ce que tu dis, parce que d'ailleurs, pour les analystes, le plus important est le développement des relations entre Ankara et Moscou, qui va dépendre de la réaction des Turcs. Pour l'instant, la Turquie a une réaction très différente de celle qu'elle avait eue il y a un an, lorsque un avion russe, vous vous en rappelez, avait été abattu par un chasseur turc il y a un an. Après cet incident, les deux pays avaient mis 9 mois quand même à se réconcilier, et ce processus est toujours en cours d'ailleurs. La rencontre prévue aujourd'hui à Moscou sur la Syrie, entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de Turquie, d'Iran et de Russie, a d'ailleurs été maintenue. Elle est maintenue, voilà. Elle a lieu d'ailleurs en ce moment même, je crois. Tout à fait. Il y a une conférence de presse de Sergei Lavrov il y a même pas une heure. Je n'ai pas assez d'éléments, mais juste pour dire que ce rapprochement a été torpillé déjà lors de la sortie des terroristes de la ville de Halab. Si tu te rappelles, Christophe, l'accord qui a été conclu, on sort les terroristes ainsi que leurs familles, pour ceux qui souhaitent, soit dans la ville de Idlib où c'est un émirat d'Al-Nusra, soit d'aller à la frontière turque pour rejoindre un autre groupe qui s'appelle Dar al-Forat. Alors, du coup, mais après une tentative de l'Iran et de Hezbollah, ils ont inclus la sortie de certains éléments de la deux villes de Kafraya et le Foua, de les faire sortir, que c'est deux localités à majorité chiite ou exclusivement chiite, de les faire sortir de cette région. Sauf que les bus, quand ils sont partis les récupérer, on a essayé de torpiller ça, ils ont brûlé certains bus. C'est-à-dire... Quand tu dis ils, c'est les rebelles. Les rebelles, mais ceux qui sont derrière les rebelles. Parce que des rebelles aujourd'hui sont infiltrés par tous les services secrets, que ce soit des pétromonarchies d'Occident, et on voit bien qu'il y a une tentative déjà, c'était une image, un message qui était envoyé à la Russie et à la Turquie, que vous ne pouvez pas régler ce problème sans nous inviter autour de la table. Sauf que les Russes et les Turcs les ont ignorés, ils ont détourné les bus d'un autre trajet, évitant le trajet de ces groupes terroristes. Si tu me suis, Christophe. Ouais, je te suis. Voilà, ils les ont détournés, et le deuxième message qui vient et qui est sanglant, c'est l'assassinat direct de cet ambassadeur. Malgré cela, la Russie et la Turquie vont droit pour le règlement. Le règlement, qu'est-ce qu'il consiste? Il consiste en quoi en vérité? C'est un règlement politique qui a été déjà signé par les Russes et les Américains. C'est de séparer les groupes dits modérés d'Al-Nusra. Les groupes modérés essayeront de lutter avec les forces régionales et les forces du régime Assad à lutter contre les terroristes, contre Al-Qaïda et contre Daesh. Et malheureusement, les Américains n'ont pas eu la capacité de le régler. Ils ont tendu la main à la Turquie de le faire. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que des groupes comme Nordin Zenki et groupes Sultan Selim, etc., qui ont rejoint au nord de la Turquie Dar al-Forat, qui va être prochainement comme le groupe modéré, qui va être défini comme modéré, qui va lutter non pas pour destituer Bachar al-Assad, mais qui va lutter contre le terrorisme. Et c'est la solution, avec un gouvernement d'union nationale, avec un président comme Bachar al-Assad, et pour des élections anticipées ou des élections parlementaires puis présidentielles. C'est ça la solution politique qui a été conclue déjà en 2013 à Genève 1 et Genève 2. Sauf que les protagonistes n'ont pas voulu trouver la solution et n'admettre leur défaite en Syrie. Aujourd'hui, la Turquie est en train d'aller dans ce sens parce qu'elle a un intérêt vital et un intérêt économique qu'elle ne veut pas perdre aujourd'hui. Ouais. Alors pour cette rencontre des ministres qui a lieu donc aujourd'hui à Moscou, elle a été décidée, Sofiane, quand la Russie a accepté le texte de la résolution des Nations Unies sur l'envoi d'observateurs à Alep pour superviser en tout cas l'évacuation des civils. Cette réunion vient sceller une nouvelle alliance donc entre la Turquie, l'Iran et la Russie concernant la Syrie, et elle exclut ostensiblement les Occidentaux. C'est là où c'est intéressant. Les Occidentaux et l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, les Américains, les Occidentaux, enfin l'Europe, etc. Les Américains, on sait pertinemment qu'il y a une grande frange de la CIA, surtout les services secrets, qui ne veulent pas de ce rapprochement. Peut-être qu'ils sont derrière ça, surtout qu'on n'oublie pas la menace que vient de faire monsieur Obama directement à la Russie, où il a impliqué Poutine directement de l'élection de Trump, comme quoi qu'il était derrière de manière personnelle même. De manière personnelle. Est-ce que c'est les États-Unis qui sont derrière? Est-ce que c'est les Saoudiens? Est-ce que c'est les Occidentaux qui veulent torpiller cet accord politique? Alors pour être tout à fait complet, mon cher ami Sofiane, il y a aussi ce rappel de Sergei Lavrov
le chef de la diplomatie russe, appelle son homologue turc à ne pas faire de concessions aux terroristes dans le cadre de la crise syrienne. Je rappelle que malgré un rapprochement ostensible ces derniers mois, Ankara et Moscou soutiennent des camps opposés en Syrie. C'est très important de le dire aussi. Oui, tout à fait. Maintenant, moi, ce qui est à noter, c'est que la Turquie aujourd'hui n'applique plus la même politique avant la libération de Halab. Aujourd'hui, c'est une nouvelle Turquie qui est en train de subir, elle va subir des frappes énormes de tous ses ennemis, parce qu'elle vient d'avoir non pas seulement les Kurdes comme ennemis, mais elle vient de déclarer la guerre presque à Al-Qaïda et à l'État islamique. Sardaigne est avec nous, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs et à votre invité. Bonsoir. Alors si vous le permettez, je voulais juste apporter peut-être quelques précisions. Je vous en prie, allez-y. Sur ce que a évoqué l'un de vos auditeurs à propos de la carte de résidence. Oui. Parce que c'est quand même des millions de personnes qui sont détenteurs d'une carte de résidence, en tout cas d'un certificat de résidence pour les Algériens. Oui. Je voulais juste rappeler que le régime général des conditions d'entrée des étrangers en France et de leur séjour, il est soumis à une ordonnance du 2 novembre 1945. Et tous les étrangers sont donc soumis à ce dispositif général, mais il y a une particularité pour notamment les Tunisiens et les Algériens, c'est qu'il existe des accords bilatéraux depuis les années 60, oui. au moins 68 dans tous les cas pour les Algériens. Et les Algériens et les Tunisiens, leur titre de séjour de 10 ans, pour ceux qui en ont, s'intitule le certificat et non pas carte de résidence. C'est pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est possible qu'à la marge, les traités bilatéraux, notamment entre l'Algérie et la France, ont pu être renégociés et peut-être de manière restrictive. On n'en sait encore rien parce que ce décret du 22 novembre, j'en ai pas connaissance. S'il existe, il faudrait le lire et le décrypter. Ceci dit, pour un petit rappel, le titre de séjour de 10 ans existe depuis le 17 juillet 1984. C'est une loi du 17 juillet qui a eu pour origine la marge de l'égalité. Oui. Vous savez, ça fait une marge de 83. Oui, bien sûr. C'est notamment Tommy Djeja, celui qu'on appelait le curé de Minguette, Christian Delorme, et puis le pasteur Jean Costil de la CIMAD, qui l'ont arraché à François Mitterrand lorsqu'ils avaient eu un entretien à l'issue de cette marche. Quelques mois plus tard, donc, est né le titre de séjour de 10 ans. Mais pour les Algériens, qui sont soumis à un traité bilatéral, il s'intitule certificat de résidence de 10 ans, et les titres de séjour de 10 ans sont délivrés de plein droit, c'est-à-dire qu'ils sont automatiquement renouvelables. Alors peut-être que les conditions de son attribution a changé. On va en tout cas se renseigner et je vous tiendrai au courant là-dessus. Vous inquiétez pas. Sardaigne, j'ai la pub. Pas d'affolement. Il faut juste se pencher sur les. Bien sûr. Sur les s'ils existent et. On sait que Sarkozy déjà essayé de renégocier cet accord. Hein. Ouais. Alors on va voir ce qu'il en advient. On va prendre. Je vais juste. On va profiter de la pub justement pour appeler un ou deux avocats et pour essayer d'avoir des explications, informations. Sardaigne, merci beaucoup. Affaire à suivre. Au revoir. Affaire à suivre. Merci à beaucoup. Au revoir. 01 40 33 9000. Bien sûr, pour continuer à réagir sur cet assassinat donc de cet ambassadeur russe. À qui profite le crime, Sofiane? On se posera la question dans un instant. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 ce mardi 20 décembre avec Sofiane Lagdari aujourd'hui pour nous accompagner et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000 pour continuer de réagir, décortiquer l'actualité que l'on essaie en tout cas de décortiquer avec un certain raisonnement, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, des enjeux importants que finalement la population lambda finalement ne cherche pas trop à comprendre et préfère avaler ce qu'on nous sert à la télévision comme argent comptant, et pourtant il se passe des choses très intéressantes dans ce monde qu'il faut essayer d'analyser, de comprendre en toute objectivité, ce qui est pas facile des fois, de dépassionner les choses surtout, c'est très important de le faire. Donc c'est ce que nous essayons en tout cas, ce qu'on s'attelle à faire au quotidien sur France Maghreb 2 dans cette émission. Avant de se poser concrètement la question, à qui profite le crime de ce qui s'est passé hier en Turquie et donc de l'assassinat de cet ambassadeur russe, on va faire un petit tour du côté du standard. Sofiane. Oui. Allô, bonsoir.
Allô, oui, bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, je viens pas pour intervenir, je voulais intervenir sur la Palestine et faire une petite piqûre de rappel. Oui, quel est votre prénom? Un événement qui va se passer, qui est grave et où on a besoin beaucoup de soutien et beaucoup de personnes qui viennent qu'il y aura une mobilisation forte à ce moment-là. Il y aura, on a attaqué nous à Metz par Teva. Je ne sais pas si vous connaissez la pharmaceutique Teva. Bien sûr, on connaît. Où là on a lancé des appels de boycott depuis plusieurs années. On a lancé des campagnes de boycott où avec les étiquettes Teva à coller sur la carte vitale. Je l'ai. Donc c'est une pharmaceutique bravo, merci Ah Christophe. oui, elle est là. Pas la prendre en photo, c'est une mais elle est là. pharmaceutique israélienne pour les auditeurs qui l'entendent. Et donc vous avez la possibilité de ne pas acheter. On dit boycotter, c'est ne pas acheter les produits israéliens parce qu'il faut savoir, vous vous rendez complice en quelque sorte de ce qui se passe en Palestine. Donc n'achetez pas que ce soit les produits, donc ça veut dire les pharmaceutiques Teva, vous avez d'autres choix, d'autres génériques, ou ne pas acheter aussi les fruits et légumes Méadrine comme dans le Lidl ou autre, et aussi où on explique même pas la provenance du produit alors que normalement ils sont dans l'illégalité. Les commerçants doivent indiquer le pays, mais ils indiquent pas. Donc voilà, ils mettent. Il y a des enseignes qui ont été condamnées. Il y a eu des enseignes qui ont été condamnées pour tromperie. Oui, bien sûr, en plus, enseignes, mais il faut pas hésiter à aller voir les directeurs et dire de mettre le pays, parce que ils sont dans l'illégalité, ils doivent indiquer le pays au même caractère que le prix. Donc, en indiquant juste Medjloul, on sait pas d'où ça vient. On sait ni ça vient d'Israël ni d'un autre pays. Donc voilà. Donc moi j'insiste beaucoup parce que ça marche beaucoup. Ça fait tellement effet que il y a eu des circulaires qui a été fait, la circulaire Alliot-Marie, qui dit que l'appel au boycott, c'est un appel à l'antisémite, un appel à la haine raciale, voilà, et j'en passe. Donc cette circulaire maintenant qui est passée en douce, cette circulaire, elle a été utilisée par la compagnie Teva, qui est quand même un gros poisson mondialement connu. Donc là, ils nous portent plainte, nous, BDS, de Metz, donc BDS 57, ils nous portent plainte pour haine raciale, pour discrimination, voilà. Donc ils utilisent cette circulaire parce qu'on n'a pas le droit d'appeler au boycott des produits israéliens. Donc je ne vais pas frayer les... Vous avez tous le droit de boycotter et de ne pas acheter les produits israéliens. C'est juste que aujourd'hui, la circulaire dit qu'on n'a plus le droit d'appeler au boycott. Moi, je n'ai plus le droit de dire aux consommateurs attention, faites attention, ne pas acheter les produits. Mais tout le monde a sa libre conscience d'acheter, de ne pas acheter. Encore heureux. Pour l'instant, on a ce droit-là. J'espère que ça va durer. Mais pour le moment, on est attaqué. Donc le président. C'est le président qui est responsable, donc c'est Richard. On a fait une pétition en ligne, donc je vous invite à le signer. C'est Richard Relax sur Websign. Je vais vous dire le nom exact du site. Oui, allez-y. Alors, excusez-moi, il y a un bug sur mon téléphone. Je me dis à chaque fois, c'est peut-être le Mossad. Alors voilà. Donc voilà. Justement, on va peut-être en parler quelque part par rapport à votre doucement, Kamel, calmez-vous. Mon cher Sofiane, dis-moi ça par rapport à votre coup de cœur. Pardon. Enfin, votre coup de gueule tout à l'heure de ce qui s'est passé en Tunisie. Kamel, quitte pas, hein. Allô. Oui, madame. Oui. Alors, vous avez retrouvé? Oui, je suis là. Excusez-moi, je suis désolée. Donc c'est sur j'ai un bug qui arrive là. C'est bon, je n'arrive pas. Je suis pas assez professionnelle que vous, Christophe. Non, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, vous allez ne quittez pas, comme ça vous avez le temps de chercher tranquillement. On va juste accueillir Kamel rapidement. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Merci beaucoup Christophe. Merci à votre collègue ou chroniqueur. Moi, je me permets de vous dire déjà, Monsieur Christophe, il faut donner au Téléthon. C'est très important. Même si c'est passé le 1er décembre, je sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive, Kamel? Comment? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est un geste comme ça. Je suis très touché par des enfants qui ont de la myopathie et tout, des enfants malades. Et voilà. Revenons à nos sujets le plus important. Vraiment, monsieur Lakhdar, Lakhdari, c'est Kamel. Lakhdari, je le respecte, mais il a une vision, mais je ne partage pas sa vision.
D'après moi, hein, Monsieur Lakhdari, il a une vision. On peut même massacrer tout un peuple, mais il faut garder ce régime qui est vraiment, il nous protège contre l'hégémonie soi-disant sioniste dans la région. Et moi, à mon avis personnel, on peut pas, c'est-à-dire tuer, massacrer comme ça. Je tiens à dire à Monsieur Soufiane, les gens qui se déplacent à Alep, qu'on fait déplacer, qu'on chasse de Alep, c'est qui les chasse? C'est bien sûr le régime syrien, mais c'est des Iraniens et des Russes. Ces gens, comment on appelle des gens d'Alep, c'est des Syriens d'origine. C'est comme moi, par exemple, je suis algérien de Bab el Oued, il y a quelqu'un qui me dit, vous allez changer, vous allez à Oran. Vous trouvez ça normal, Monsieur Soufiane? Et deuxièmement, vraiment, vous pensez pas que vraiment, moi c'est un avis personnel, maintenant c'est à vous de juger. Pourquoi, la deuxième question, pourquoi le régime syrien, le Golan est occupé par Israël depuis des années, je sais pas combien, depuis 40 ans, je sais pas. Pourquoi il fait pas, il va pas récupérer son Golan au lieu de chasser? Alors Kamel, ne t'enfuis pas comme tu as l'habitude de faire et écoute la réponse de Sofiane. Bien sûr, Christophe. Je suis là. Oui, mais Kamel, si tu as vu au niveau des gens qui ont quitté Halab Est, déjà c'est pas Halab. Halab Est, il y a des gens qui sont partis rejoindre Halab Ouest. C'est vrai ou pas? Halab Ouest, d'accord. Voilà. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu. Maintenant, c'est des gens qui étaient pris en otage par ces terroristes. Il faut le savoir qu'ils sont venus de plus de 90 pays. Ils sont pas des Syriens. La majorité ne sont pas des Syriens. La majorité vient de 90 pays, non? D'accord. Et les 90 pays, je vais vous citer aussi. Oui. Les Afghans chiites qui combattent aux côtés du régime syrien, c'est pas des Syriens. Non, mais toi, tu me parles de gens qui habitent à Halab Est. Je te dis, il y a des gens aujourd'hui, il y a des reportages, des gens qui ont récupéré maintenant leur maison après le départ de ces terroristes. Eux, ils ont voulu déloger les terroristes. Maintenant, soit les terroristes, ils se rendent et ils admettent leur défaite, soit ils quittent les lieux et ils vont vers les pays qui les ont envoyés. Mais voilà, c'est clair. Monsieur, vous utilisez souvent le mot terroriste à n'importe quel, à chaque fois que même j'ai constaté, et je respecte cette radio, à chaque fois qu'on parle de Turquie dans notre sujet, vous faites toujours référence, vous revenez toujours à la Syrie, on dirait, même c'est, moi je peux vous dire. Bon, un petit peu comme vous, Kamel. Un petit peu comme vous, depuis des années, hein. La dernière question, Monsieur Christophe. Allô? Oui. Mais Kamel, à toi, 2 secondes. Attends, laisse-moi. Quand vous dites terroriste, l'armée libre syrienne, des Syriens qui se sont soulevés contre le régime de père en fils du dictateur là, vous pensez que c'est des terroristes? C'est quoi la définition d'un terroriste? La définition d'un terroriste, c'est celui qui ne veut pas qu'une solution politique soit trouvée. Dans toute guerre, elle finit par une solution politique. Ces gens-là ne veulent pas. Il y a eu un accord depuis 2013, si tu te rappelles bien. Il y a eu un accord de Genève 1 disant qu'il faut trouver une solution politique à ce combat. Maintenant, il faut que les rebelles que tu appelles toi, les rebelles armées syriennes libres, que certains experts disent qui n'existent pas, de se désolidariser d'Al-Qaïda. d'Al-Nusra. Toi, tu penses que Al-Nusra, comme a dit Monsieur Fabius, elle fait du bon boulot. Sauf que Al-Qaïda, elle est classée chez tous les pays comme étant terroriste. Maintenant, si toi, tu la soutiens, tant mieux pour toi. Moi, ce que je dis, si tu essaies de dédouaner le terrorisme d'Al-Qaïda, c'est ton problème. Les rebelles syriens, ce qu'ils disent, ils veulent pas de ce régime. Ils veulent pas le... Ah ben, ils ont enclenché 5 ans de guerre. Ils ont enclenché 5 ans de guerre. Ils sont en train de subir l'affront. Kamel. Qui a le sang... le discours de BFM, on l'entend souvent, c'est bon. Bon, monsieur, je partage pas votre... Kamel, ton humanisme que tu viens de trouver dans le dernier quart d'heure, je t'entends depuis 2011 que tu appelles à une intervention, que ce soit au temps de Sarkozy, ou au temps de Hollande, ou au temps de Obama, ou au temps de Merkel. Tu appelais souvent à une intervention militaire. Est-ce que ces gens-là, en venant en Syrie, ils allaient envoyer des bouquets de fleurs ou des missiles? Maintenant, tu parles du peuple syrien. Le peuple syrien, il vit le martyre depuis 5 ans. On essaie de trouver une solution pour qu'ils dégagent ces crapules et qu'ils reviennent d'où ils sont venus. Est-ce que c'est pas le droit de l'État syrien de les chasser?
Aujourd'hui, si tu as un endroit qui est pris ici en France par des terroristes, tu auras l'armée qui utilisera tous les moyens pour les déloger à juste titre. Maintenant, quand c'est l'État syrien qui a des accords bilatéraux avec d'autres pays, maintenant si vous avez gagné la guerre en Syrie, vous allez nous donner une Libye bis en Syrie. Vous avez perdu. Point à la ligne. Cher monsieur Christophe, cher monsieur... Sofiane, il s'appelle, oui. Cher monsieur Sofiane, oui. Vous savez que ceux qui combattent auprès du régime, la majorité c'est des étrangers. Alors que vous dites, il faut... 90 000 soldats syriens, c'est le peuple syrien qui se bat avec des alliés. Comme vous avez ramené des crapules à travers tous les territoires du monde. Comme c'est normal, il y a un État qui a des alliés. La Syrie, elle a une alliance militaire avec la Russie, ne lui en voulez pas. La Syrie, elle a une alliance militaire avec l'Iran. Saddam Hussein, à l'époque, il avait une alliance. Les Arabes l'ont trahi. Ils l'ont laissé entre les mains de George Bush. Au contraire, ils ont laissé leur base militaire, d'où les F-16 démarrer pour détruire l'Irak, cher monsieur Kamel. Ne donne pas maintenant, l'armée syrienne, elle a des alliés solides. Et le message qui a été envoyé à Poutine, quand vous êtes allié avec la Russie, on vous lâche pas. Maintenant, les alliés des Américains sont lâchés dans la nature. Maintenant, ils vont être détruits à jamais. Point à la ligne. Voilà, Kamel. Je vous respecte, je laisse les auditeurs parce que... merci, et je te laisse soutenir Al-Qaïda, Al-Nusra. Moi, j'ai l'honneur de défendre des dictateurs, comme tu dis, et je te laisse le soin de défendre les terroristes. Merci, Christophe. Voilà, Kamel. Bon, et ben voilà. Est-ce que notre auditrice est toujours là pour les coordonnées, alors? Oui. Oui. Alors, c'est http relax pour Richard.wisign, donc WESIGN.it/fr. Très bien. Là, on a mis une pétition en ligne. Alors, rappel, c'est le 24 janvier au tribunal de Metz. Oui. Donc voilà, c'est peut-être un peu tôt pour certains, mais prévoyez ça dans votre agenda. Le 24 janvier, venez nombreux. C'est important pour montrer qu'on a un poids face à Teva, parce que Teva, c'est quand même une grande pharmaceutique. N'ayez pas peur, vous avez le droit de boycotter. C'est juste nous, on a les associations, les collectifs, ils veulent simplement nous mettre en arrêt, tout simplement. Ils veulent nous alors, le 24 janvier, c'est ce qu'il faut retenir. Et vous aurez l'occasion de nous rappeler, chère madame. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. À très vite, au revoir. Voilà, 01 40 33 9000. Chère Sofiane. Oui. Ah, aujourd'hui, tu viens de lui clouer le bec à l'ami Kamel. Hein. Non, mais après, maintenant, il y a des contradictions à longueur de journée. Ce monsieur, il nous appelait depuis 5 ans une intervention militaire de l'OTAN en Syrie. Et là, il vient, il redécouvre son humanisme au dernier quart d'heure. Maintenant, ces gens-là sont lâchés. Ils viennent d'être lâchés par les Américains, ils viennent d'être lâchés par la Turquie, et prochainement par tous leurs protagonistes. Alors, je vais te poser une question toute simple, parce que quand on tient ce genre de discours, quand on essaie de comprendre ce qui se passe en Syrie, on est un pro Bachar el-Assad. Est-ce que toi, Sofiane Lakhdari, tu es un pro Bachar el-Assad? Moi, quand Bachar el-Assad se bat contre des crapules, moi je suis pro Bachar el-Assad et je n'ai aucune honte de le dire. Aujourd'hui, Bachar el-Assad est-il un dictateur? Est un dictateur, est un sanguinaire, est un homme qui était autoritaire. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis son arrivée au pouvoir. Mais sauf que ce même monsieur était l'invité aux Champs-Élysées en 2008-2009. On a essayé de traiter avec lui à longueur de plusieurs années. Il y a eu des accords avec lui. On a essayé de régler le problème au Liban avec lui. Maintenant, on l'a découvert comme étant autoritaire. Tous ces gens-là qui pensent que ce qui se passe en Syrie, c'est une démocratisation de la Syrie, moi je dis non, c'est une déstabilisation et de mettre le pays à chaos. On a l'exemple de l'Irak et tout dernièrement de la Libye. Et comme par hasard, tous les pays qui ont contribué à la destruction de la Libye, aujourd'hui, je ne les vois pas. M. Kamel, par exemple, il n'a pas versé une larme de crocodile pour la situation en Libye. Ça lui plaît, la situation en Libye. Moi, ça ne me plaît pas. Ça a déstabilisé non seulement la Libye, mais la Tunisie, et y compris mon pays du cœur, qui est l'Algérie. Absolument. Et c'est vrai que cette image est assez intéressante, c'est ce que tu as utilisé tout à l'heure. Imaginons, même si on n'aime pas beaucoup, en tout cas, à en croire les sondages de satisfaction, François Hollande, le président français, qui recueillait, je crois, jusqu'à au pire 4% d'attention favorable. Si la France était attaquée par des terroristes ou en l'occurrence par des groupes financés par d'autres pays, là on serait tous derrière François Hollande et tous derrière l'armée pour essayer de dégager des gens comme Kamel, qui viennent déstabiliser. Ouais, des gens comme Kamel, je pense pas qu'ils appelleront pour soutenir ce genre d'action parce qu'on voit bien qu'est-ce qu'il soutient. J'essaye pas de l'incriminer, mais ça fait 5 ans qu'il me dit que Al-Qaïda ou Al-Nusra font du bon boulot. Ouais, c'est un petit peu comme Fabius, hein. Voilà, comme Fabius, il est dans cette ligne
lignes-là, ça me désespère. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez. Maintenant, regardez par exemple en Turquie, il y a eu une tentative de coup d'État, il y a eu des perquisitions. Ouais. Est-ce que les gens se sont plaints? Il y a presque 70 000, y compris des journalistes, des juges. Mais il a vu qu'il y avait une infiltration des agents qui travaillaient pour un agenda extérieur. C'est pas fini avec ce qui s'est passé hier, puisqu'on rappelle, c'est un policier qui a donc un policier turc qui a tué cet ambassadeur. Et maintenant, russe. et les policiers qui l'ont assassiné alors qu'ils avaient toutes les possibilités de l'avoir vivant. Abdallah qui nous appelle de Villeneuve-la-Garenne. Bonsoir Abdallah. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. C'est pour répondre à Kamal et j'admire ton invité, comment il s'appelle? Sofiane Lakhdari. Merci. Sofiane Lakhdari. Baz Allah yahfazak. Barakallahu fik, Abdallah. Je suis comme toi. Je préfère un dictateur qui mène la paix, comme c'était en Irak, qu'un démocrate. Okay. Abdallah. Kamal, comme tu dis, j'ai bien entendu, ça fait X temps que j'entends Kamal à la radio pour dire n'importe quoi. Non, il appelait souvent pour une intervention de l'OTAN. Et maintenant, il trouve comme quoi que Bachar el-Assad tue beaucoup de gens en essayant de déloger. En plus de ça, il leur a donné des bus gratuitement pour partir d'où ils sont venus. C'est des gens, s'ils veulent aller à Idlib, qui est un émirat connu de l'État d'Al-Nusra, qu'ils y vont, ou bien ils veulent partir à la frontière turque, ils repartent d'où ils sont venus, c'est pas des Syriens. Voilà. Les Syriens, il y a eu une amnistie de plus de 2000 terroristes, ils ont fait la reddition, c'était des Syriens, ils ont eu la réconciliation, l'amnistie en Syrie cette semaine, mais on n'en parle pas malheureusement de ça dans les médias français. Moi, je peux lui dire, va voir qu'est-ce qui se passe en Irak maintenant. Mais non, il pleure pas la Libye, il pleure pas même pas la Libye. Il y avait des sunnites, il y avait n'importe qui était uni. Tout à fait. Merci Abdallah pour la réponse apportée à Kamel, mais bon, on va pas non plus prendre Kamel comme... Non, mais maintenant on parle pas de Kamel spécialement, mais on va essayer de parler comme étant la question aujourd'hui, c'est les gens qui sont pas, je dis pas naïfs, on peut ne suivre qu'Al Jazeera et BFM et avoir cette vision de dire que peut-être il y a des méchants et des gentils. La question n'est pas gentil et méchant, il y a un agenda qui est accompli par certains et d'autres qui essayent de résister à cet agenda. Cet agenda, c'est la destruction de tout le monde arabe. On l'a bien vu en Irak en 2003. On l'a vu dernièrement en Libye. Qu'est-ce qu'il y a en Libye? Les Libyens, il n'y a ni chiites ni sunnites. Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la démocratie? Pourquoi on a le tiers de la population libyenne qui a quitté? Ce qui se passe, Sofiane, c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, certains médias aussi communautaires n'hésitent pas à dire que ce qui se passe en Syrie, c'est un problème entre chiites et sunnites. Or, c'est complètement faux. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. On voulait le confessionnaliser pour éviter de parler du fond. Qu'est-ce qu'ils vont dire les pétromonarchies? Ils vont dire que nous sommes les vassaux des Américains et on est la chair à canon. Pourquoi personne n'en parle, le Yémen? J'appelle l'humanisme de Kamel pour rappeler, pour nous expliquer pourquoi le Yémen, mais il va trouver comme étant des Houthites parce que c'est une branche du chiisme, mais sauf que Ali Abdullah Saleh, qui était l'ancien président du Yémen, c'est un sunnite et il y a une alliance entre les sunnites et les chiites pour avoir leur indépendance et de ne plus dépendre des Saoudiens. Mais malheureusement, et c'est un pays qui est très pauvre et qui n'a jamais été intégré dans la communauté des pays du Golfe. On a intégré le Maroc et la Jordanie, mais on n'a pas intégré le Yémen qui est à la frontière saoudienne. Pour la carte de résidence, ça y est, on a la réponse. J'ai contacté Maître Hassan Boukhalifa qui me parle d'intoxication et qui n'a absolument pas du tout de changement concernant la carte de résidence à 10 ans. Ce décret en question du 22 novembre, c'est par rapport à la carte d'identité française. Donc c'est ce que me rapporte Hassan Boukhalifa, avocat au barreau de Paris, Marseille et de Nîmes. Ouais, cette information, donc voilà. Elle aurait fait du bruit. Elle aurait fait du bruit, effectivement. Donc je dément totalement sous la responsabilité et les dires de Maître Hassan Boukhalifa concernant la carte de résidence qui serait passée de 10 ans à 5 ans. Voilà, pour l'instant c'est pas d'actualité. Allô, bonsoir pour le dernier appel. Allô. Oui, bonsoir Christophe. C'est Abder de Paris, Abderrahman de Paris. Abderrahman, marhaba bik. Bonsoir Abderrahman. Oui, merci beaucoup. Merci Sofiane Lakhdari. En tout cas, moi j'adhère à 100% à l'analyse de Sofiane Lakhdari concernant la série. Et Kamel, quand il arrive à l'antenne, des fois, il s'embrouille lui-même, quoi. Il part de n'importe quoi, il prépare pas son sujet, et puis il dit n'importe quoi sur la série. Maintenant, s'il est démocrate, il faut dire la vérité, parce que la vérité, elle est claire. C'est-à-dire, l'armée syrienne, qu'est-ce qu'il cherche à tirer? Le territoire syrien, c'est tout à fait normal. Voilà. Si on passe en Algérie, on sera tous derrière notre armée à défendre notre territoire. Imaginez-vous, si demain, on a l'armée qui veulent prendre Tindouf. Tout le monde va défendre pour récupérer Tindouf. C'est tout à fait normal. Et là, Kamel
avec son analyse à géométrie variable, franchement, je sais pas d'où il vient, je sais pas quelles sont les analyses. Après, je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui le payent pour venir à l'antenne dire n'importe quoi? Mais il est animé par une rancœur. Mais au travers de Kamel, il y en a beaucoup aussi qui pensent comme ça, et peut-être que voilà, il serait peut-être bon aussi qu'ils comprennent, qu'ils analysent un peu plus lucidement la situation et qu'ils arrêtent de focaliser leur haine. C'est une analyse aveugle, quoi. C'est une analyse aveugle parce que maintenant, comme on dit, les masques sont tombés. On connaît c'est qui finance les rebelles là-bas, on sait c'est qui arme les terroristes là-bas, on sait c'est qui soutiennent ces terroristes, ces voyous là-bas, on sait c'est qui forment ces voyous là-bas. Donc maintenant, même mon fils qui a 6 ans, il connaît la réalité des choses, il connaît la politique là-bas, donc ça sert à rien de se voiler la face. Bon, merci Abdelrahman. Voilà, c'est voilà. Non mais juste une phrase, Christophe. Ces gens-là, s'ils défendent vraiment une cause réelle, s'ils défendaient la démocratie, ils ne se jetteraient pas dans les bras de pétromonarchies qui n'ont ni constitution ni parlement. Ces gens-là, s'ils défendent une cause arabe ou une cause musulmane, ils se jetteraient pas dans les bras d'Israël. Nous avons vu beaucoup de leaders de cette rébellion soi-disant aller en Israël, se faire soigner en Israël. Vous avez un leader comme Melhem Droubi, qui est un frère musulman syrien, il était le premier à la réunion de Bernard-Henri Lévy. Ces gens-là, si vraiment ils défendaient les droits des droits des Syriens et l'humanisme et les droits de l'homme, ils ne se jetteraient pas dans les bras des Américains qui ont bâti un pays sur un génocide des Amérindiens, sur un pays qui a détruit l'Irak. Il faut rappeler que l'Irak, entre 91 et 2003, avant l'invasion, il y a eu un blocus, l'embargo qui a coûté la vie à 1 million d'enfants. Exact. 1 million. Et quand la journaliste de la CNN à l'époque, elle a posé la question à Madeleine Albright, la réponse de Madeleine Albright, elle disait « They must do it ». On devait le faire. Alors ces pays-là, c'est eux qui vont nous libérer. Et vous avez des traîtres comme Kamel, je suis désolé d'utiliser le mot, mais des traîtres qui appellent les pompiers pyromanes. C'est des gens qui ont détruit déjà le monde musulman et vous faites appel à eux. Moi, j'ai fait mon avis tranché sur cette pseudo-opposition qui s'est jetée dans les bras du nouveau arrivé. C'est un coup de cœur à suivre avec, enfin, coup de gueule même. C'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule, Kamel. Sofiane, pardon. Oui, dans un instant. Et le j'aime ou j'aime pas, si un auditeur veut le faire avec nous, 01 40 33 9000, à tout de suite sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, LGF, avec Sofiane Lakhdari qui est avec nous sur France Maghreb 2. Et on va passer maintenant au coup de gueule, puis plutôt même non, c'est pas un coup de gueule. Voilà, une information et qui m'a un peu outré. Donc, coup de cœur ou coup de gueule? Coup de gueule. Allez, on y va. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Bon, ça c'est le coup de cœur, c'est normal, c'est le jingle en tout cas. C'est pas grave. Juste une information, je pense qu'elle est passée inaperçue dans pas mal de médias, ça n'a pas été relayé. C'est l'assassinat d'un Palestinien qui est d'origine tunisienne, qui travaille pour la résistance palestinienne, qui s'appelle Mohamed Zouari. C'est un homme qui était l'ingénieur des drones de la résistance de Kataeb Azz-Din al-Qassam. Il a été assassiné à Sfax, en Tunisie. Mais ce qui m'a outré le plus, c'est que il y a un journaliste israélien de la chaîne numéro 10 qui est venu et qui a fait son reportage en direct en Tunisie, à Tunis et à Sfax. Il est venu à Tunis où il y avait comme arrière-plan le ministère de l'Intérieur tunisien avec la chaîne 10 israélienne. Et ce monsieur après il est parti à la maison de ce défunt, de ce martyr Mohamed Zouari. Il a fait son reportage à l'intérieur de la maison. Il a posé la question, certes, il s'est pas présenté comme étant israélien journaliste, mais comme il parlait en français en vérité, mais il était là-bas sur place. Les autorités tunisiennes, elles étaient où? Est-ce que c'est une forme aussi de rapprochement avec l'État israélien après le rapprochement, pas surtout la Tunisie, des pays arabes au niveau politique, au niveau économique? Est-ce qu'on se dirige vers un rapprochement aussi au niveau médiatique? C'est ça qui m'a un petit peu outré. Très bien. Eh bien, la question est posée en tout cas. On va passer maintenant, et pour finir cette émission, par le j'aime ou j'aime pas. J'aime ou j'aime pas, ou je m'en fous, hein, Sofiane. Ouais. Évidemment, vous connaissez la règle. Alors, Christine Lagarde, déclarée coupable, mais dispensée de peine. Ah, j'aime pas du tout. C'est incroyable, hein. Incroyable. Il y a que dans ce pays qu'on voit ça, non? À 400 millions de dollars, 400 millions d'euros, elle est 400 millions d'euros, ouais. Voilà. Ouais. Et vous avez une caissière. Et qui est-ce qui paye, hein? C'est nous, hein. Ouais. Et malheureusement, dernièrement, il y avait une caissière à 85 centimes, elle a été licenciée. Vous vous rendez compte? Ouais. Fusillade dans un centre islamique en Suisse, sur le fait que personne n'en ait parlé. Ah, j'aime pas du tout, mais c'est à nous d'en parler et voilà. Il y a les réseaux sociaux, il faut pas lâcher l'affaire et d'en parler qu'on est aussi victime de ce fondamentalisme qui est de l'autre côté.
On va en Chine maintenant avec un nuage de pollution qui envahit Pékin et 22 autres villes du nord du pays. Depuis un petit moment d'ailleurs, et ça occasionne de grosses difficultés pour les Chinois. Voilà, on pense aux asthmatiques et des gens qui ont des difficultés à respirer malheureusement. Donc on n'aime pas évidemment. Ouais. La fréquentation de Paris a chuté de 6% pour l'année 2016. J'aime comme ça, il y a moins de bouchons, moi. Le SMIC, augmentation de 0,93% au 1er janvier prochain. Pas de coup de pouce. Ouais, il faut dire 10 centimes ou 90 centimes, c'est plus, ça parle plus. J'aime pas du tout. Et puis enfin Bernard Tapie qui traite Bayrou d'imbécile, d'abruti pour être plus exact. Je suis un pro-Tapie, oui. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'il allait faire une conférence de presse pour s'expliquer sur pas mal de choses. Bernard Tapie. Ce que j'ai aimé, c'est la réponse de Bernard Tapie à Zemmour. Ah oui. Vous voulez lui casser la gueule. Absolument, il lui a Et surtout la proposition de Bernard Tapie, si 15 jours ces immigrés que détestent des gens comme Zemmour ne travaillaient pas, et quand on dit ne travaillent pas dans tout leur secteur, économique, culturel, médiatique, ça laisserait penser beaucoup de fachos. 15 jours sans travailler, sans consommer. Voilà. Et ça, c'était une proposition de Tapie. Il lui a dit, j'aimerais bien que tu continues à sucer le blanc rouge. Le blanc rouge, effectivement. Merci beaucoup, Sofiane. Merci, Christophe, et je m'excuse si je me suis emporté. Non, mais c'est ça, c'est la vie. C'est comme ça. Voilà, mais parce qu'on essaye d'expliquer en fonction des éléments d'information qu'on a, on vient échanger. Moi, j'ai pas la vérité absolue. On essaye d'échanger, d'avancer, et non pas de revenir surtout sur des fausses polémiques ou des accusations personnelles. Merci Sofiane Lakdari, à très vite sur France Maghreb 2. Il est 18h sur France Maghreb 2. On est à l'heure et c'est formidable. Bon début de soirée à vous. Dans un instant la suite, juste après le rappel des titres. Marine Garrel, bonsoir.